Hello les Strange Addicts. Nouvelle émission, Strange Emission. On va se rendre à Little Tokyo. Je sais pas si vous vous souvenez. On avait fait une émission là. Et c'est, voilà, comme vous voyez, la maison du manga. Et on va parler avec Lucille des nouveaux produits, enfin des nouveaux mangas qui sont arrivés cette semaine. Voilà, bon bah je vous laisse. A tout de suite. Salut. Salut. Donc je viens pour une nouvelle édition, la Strange Emission. Mon coup de cœur, c'est l'événement, même l'événement du début d'année dans le manga quasiment, c'est la sortie de Pluto de Naoki Urasawa, basé sur un personnage et un scénario de Tezuka, donc tiré d'Astro Boy tout simplement. Pluto, ça a mis un moment à sortir en France, ça a mis presque des années. Même là, il a été repoussé d'une semaine alors que la date était annoncée définitive. Il y avait des raisons particulières ou... Je ne sais plus quelles sont les raisons particulières. Je sais que ça a cafouillé, mais je ne sais plus pour quelle raison. Là, je sais que pour les dernières semaines, c'était une histoire d'édition, de validation de dossier de presse, un truc comme ça. Toujours des raisons obscures qui font que... Et là, on s'en est surtout rendu compte parce que c'était extrêmement attendu par les fans. Puisque Urasawa, c'est l'auteur de 20th Century Boy, c'est l'auteur de Monster. C'est quelqu'un qui a une vraie patte et qui est vraiment extrêmement aimé en France. En plus, Voilà. A dit je reprends ça pour reprendre l'histoire de Pluto, fatalement ouais, on a commencé à suivre le projet de près et du Japon et donc oui, on a mis quelques années à le voir arriver chez nous et c'est largement à la hauteur des espérances, c'est-à-dire qu'on retrouve la patte Urasawa dans le dessin et dans le caractère design et dans un peu tout et dans l'univers un petit peu entre deux, là c'est une... Pour expliquer un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de Gesicht, qui est un commissaire, ou quelqu'un dans la police en tout cas, qui est un robot humanoïde, qui enquête sur une série de meurtres de robots. Pas des robots genre boîte en fer blanc et tout, hein. Quoique le premier. Des robots humanoïdes. Mais des robots qui commencent à avoir des sentiments. On est dans un univers complètement SF futuriste où les robots sont pas autant des humains que les humains, mais on y arrive. Et donc, effectivement, que les robots les plus forts du monde commencent à mourir les uns après les autres dans des circonstances assez atroces et avec une signature que je dévoilerai pas, tout de suite, tout le monde se penche sur la question. Et donc, c'est l'histoire de Pluto. Pour l'instant, les 2 premiers volumes sont sortis en même temps en France. Ils ont essayé de donner un petit peu aux fans. Carrément, les 2 premiers en même temps. Et la série fait 8 volumes, donc ça va aller très très vite. Franchement, pour le coup, moi je la conseille sans hésitation à tous les fans de Seinen, à tous les fans d'Urasawa. Même les néophytes en plus. Même les néophytes, puisque même si on n'a jamais touché Astro Boy, ce qui est lequel la majorité des gens malgré tout en livre, c'est assez rare de les avoir feuilletés. Et même pour les gens qui connaissent pas bien l'univers Urasawa, c'est même un bon début puisque c'est une de ses séries, c'est sa série la plus courte. Mais son style en plus est très reconnaissable, son style graphique est très reconnaissable. Une fois qu'on en est amoureux, il est clair en fait. On lâche pas quoi. Quand les gens ont commencé avec Pluto, je pense qu'ils partent tout de suite vers des Monsters ou vers 20th Century Boy sans problème et sans hésitation, parce que c'est quelqu'un qui a une maîtrise totale de son scénario et de son dessin. Et ce que je trouve hallucinant avec ce manga, c'est qu'il réinvente complètement l'univers de Tezuka. On est dans des délires visuels qui sont absolument pas les mêmes et qui sont vraiment très très réalistes pour le coup. Et en même temps, on comprend parfaitement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une clarté, une intelligence dans ses choix en tant qu'artiste qui font que on est à la maison quoi. Enfin, on n'est pas à la maison, mais on se sent à l'aise. On est dedans. Ouais. Voilà, on est complètement dedans. On est immergé complètement dans cette histoire. En 8 volumes, ça va vraiment être très court en plus. C'est un énorme shot à se faire et c'est quelque chose en début d'année qui était censé être l'événement, ça l'est. Ouais, c'est le petit bon moment qu'on peut avec passer. Avec la prochaine ressortie de Lucie l'amour et rock'n'roll en manga, bien sûr, chez Tonkam un jour. Et donc plutôt c'est chez Big Kana, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble pour que vous voyez le dessin. Ce que je vois, c'est que c'est quand même... Je vais essayer de trouver Astro Boy pour vous montrer Astro Boy. Dépouillé en fait. Et en même temps, c'est à la fois très dépouillé et très dynamique. C'est ce que je retrouvais dans 20th Century Boy. Avec... il y a un personnage qui part en Thaïlande. Je vous présente Astro. Voilà, ça c'est Astro. Astro façon Urasawa. Donc il y a quand même de réelles différences au niveau du style. Mais pour autant, voilà, c'est quand même... C'est du bon.
Il n'y a pas à dire, à tenter en tout cas. D'accord. Sans aucun souci pour Ok. Deuxième coup de cœur de la semaine, c'est Gwyn Saga, qui est une série qui était, alors si je me souviens bien, elle est sortie en fin d'année dernière. C'est l'adaptation en manga de la plus grande série fantasy japonaise de tous les temps, parce que je m'avance, je suis un peu dingue. Tu vas fort là quand même. Dans mon souvenir, 126 volumes dans la version roman. Par une auteure qui a commencé dans les 70s, si je me souviens bien, et qui est décédée malheureusement alors qu'elle travaillait sur le 130e en voie au mois de juin dernier. Et donc il y a eu 2 ou 3 adaptations en manga de Gwyn Saga, mais en petite partie en fait, comme c'est un univers extrêmement foisonnant, à chaque fois les gens prenaient un angle et restaient dessus, ils faisaient 2-3 volumes dessus. Et là, la série, donc publiant son nom chez Kazé, raconte a priori l'histoire de Gwyn, qui est ce personnage qui est un humanoïde à tête de léopard. Donc les couvertures, moi je les trouve tout simplement hideuses, faut dire la vérité. Sur le dessin, on va partir sur quelque chose comme ça. Donc assez beau. Il est très dépouillé, c'est bizarre. Enfin, les ombres sont faites de telle manière que ça... On voit que c'est travaillé d'une manière différente, je dirais. Le trait est beaucoup plus fin en fait. Oui, en fait parce que... c'est pas, le trait n'est pas aussi assuré par exemple que sur Pluto qu'on vient de voir. Non, mais c'est complètement différent. Mais c'est vrai que c'est un dessin qui se prête extrêmement bien à l'adaptation de fantasy. Parce que là, on est vraiment dans la fantasy pure, entre néo-moyenâgeux et créatures un petit peu magiques, ou un petit peu, en tout cas, on pense qu'il y a des pouvoirs. On est sur un univers un peu à la Tolkien finalement, avec des espèces de guerres politiques, de complots. Entre races, entre territoires. Entre races et entre territoires. Et donc, a priori, donc, ce ne sera qu'un seul arc qui va être développé avec ce Gwyn Saga là. Mais la série est encore en cours au Japon, a priori elle fonctionne pas mal. Moi j'en espère le maximum puisque c'est pour la série de romans, en fait elle a été épuisée. Si je me souviens bien, elle va bientôt être rééditée en France. Et ils n'avaient pas sorti tous les volumes bien évidemment. Mais c'est quand même extrêmement intéressant déjà de voir de la fantasy écrite par une femme et a priori extrêmement bien écrite et documentée et sur autant d'années. Et là on est sur un univers, un truc monstre quoi. Est-ce que ces intrigues politiques ont une incidence sur, bien sûr, malgré tout, sur l'histoire? Parce que l'histoire, le commencement de l'histoire, c'est donc Gwyn, le homme tête de léopard, qui se retrouve flanqué des 2 jumeaux, qui sont en fait des héritiers d'un royaume, si je me souviens bien. C'est ceux qu'on voit sur la couverture. Voilà, oui, les très beaux jumeaux. Ils sont où? Voilà, la jumelle, si vous voulez ça. Hop là, voilà. Donc les jumeaux qui sont là. Et qui sont des héritiers d'un royaume qui a été récupéré par quelqu'un d'autre dans le sang, les larmes, les cris, tout ça. Donc un coup d'état. Oui, enfin je sais pas si c'est coup d'état le terme, mais c'est assez moche. Et donc ils se retrouvent un petit peu comme ça. Et en fait on sait que leur tête est mise après. Et donc ils se retrouvent avec Gwyn, qui ne sait pas trop qui c'est, qui ne sait même pas lui-même qui il est, parce qu'il sait même pas pourquoi il a cette forme-là, d'où il vient. Et il sait pas pourquoi il a une tête de léopard. Il sait pas du tout, la question est pas complètement posée, mais on en parle des fois. Il y a des gens qui croient que c'est un masque. Mais non. Mais je pensais à un personnage de jeu vidéo, je n'irais pas plus loin. Un peu, il a des muscles hypertrophiés, il a sa place dans un jeu de combat, Gwyn. En plus, ça réveille des bonnes vieilles scènes d'action. Alors, mon troisième, c'est Azate Dance, qui est une réédition de Tonkam, d'un manga qui avait été édité il y a quelques années déjà. Il y a un petit dessin est extrêmement bizarre aussi. Il se prête particulièrement au genre de l'histoire. C'est quelque chose d'un petit peu cash comme ça. Ça c'est son grand-père qui est mort et qui c'est brut de décoffrage en fait. Un petit peu. En fait, le premier volume, pour ceux qui connaissent pas, on refait la rencontre de ce personnage qui est un petit peu un loser, un petit peu un nul. Et très vite, Aya arrive, qui est une jeune femme plutôt mystérieuse au début, et couche avec lui. Faut en profiter, parce que c'est le dernier volume qui vient de sortir, et donc c'est le 7e volume. C'est pour ça qu'il est doré. D'accord. On remarquera qu'il est doré, qu'il est beau comme tout. Et donc on apprend enfin ce qu'il se passe, et l'auteur a eu l'intelligence de faire la fin qu'on n'attendait pas. Je te remercie, Lucille. À la prochaine.